Bonjour tout le monde. Donc nous sommes dans l'atelier qui va aborder la question de, sinon, la CEDEAO 50 ans après. Et il y a 4 panélistes, Salifou Thiam-Touré, du secrétariat exécutif de la commission de la CEDEAO, qui va aborder la question des échecs et des succès et les perspectives d'une communauté régionale. Merci Salifou. Kambo Martial Atse. Ah, vous êtes là. Kambo Martial Atse. L'appropriation mitigée des visions de la CEDEAO par ces peuples. Frein à la réalisation de la vision 2050. Alors, El Hadj Abdoulaye Seck ne sera pas avec nous et c'est Fidel Toé qui va intervenir. Il connaît la maison de l'intérieur. Hier, il a abordé la question et on a estimé qu'il aura plus de temps à en parler qu'en posant des questions dans la salle. Donc, il y a Ibrahima Niang. Ok, Ibrahima Niang. Donc, tout le monde on est au grand complet. Merci à vous tous. Donc, vous allez avoir 15 à 20 minutes pour exposer votre analyse de la situation et avant qu'on ne passe au débat. Et je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus pour qu'on gagne du temps pour les questions et débats après. Je passe immédiatement la parole à Salifou Thiam-Touré. Alors, je disais que je m'appelais Salifou Thiam-Touré. J'étais jusqu'à une époque récente le directeur en charge de l'Union douanière et de la fiscalité de la CEDEAO, que j'ai rejoint en 2004 et j'ai quitté en 2025, donc 21 ans dans la maison. Je disais que mon pays, c'est le Burkina Faso. L'instance a décidé que les ressortissants de ce pays, Burkina Faso, Mali, Niger, ne pouvaient plus faire partie de la CEDEAO. C'est ça qui m'a hors de la CEDEAO en fin septembre. Alors, je m'en vais au cours de cette présentation vous présenter la situation telle que je le perçois. J'étais un acteur de l'intérieur et les jugements que je peux porter et qui peut vous intéresser ici. Donc ma présentation va comprendre à peu près 6 parties, mais je vais essayer d'aller très rapidement. Je vous parlerai du contexte de création de la CEDEAO en 1975, pourquoi ça a été mis en place et comment. Et en deuxième point, quelle était en fait la CEDEAO à sa création. Vous voyez, j'ai divisé la période en deux, de façon arbitraire bien sûr. J'ai dit la CEDEAO, qu'est-ce qu'il était de 1975 à 2000, et aussi la CEDEAO, qu'est-ce qu'il a été de 2000 à 2025. D'aucuns vous demanderont pourquoi j'ai fait cette division arbitraire. Cette division a une importance parce que l'histoire de la CEDEAO, que vous le voulez ou non, l'histoire de la CEDEAO est liée un peu à l'histoire politique du Nigeria, qui est le pays le plus grand, le plus puissant de la CEDEAO. Donc ce qui se passe au Nigeria a forcément une influence sur la vie de la CEDEAO. Et en 1999 exactement, le Nigeria est passé dans un régime démocratique, et un régime où le président était élu par les urnes, et ceci a eu pour impact un changement majeur dans la vie de la CEDEAO. Et c'est pourquoi en fait je considère la première période de 1975 à 99 à 2000 et de 2000 à 2025 pour faire en fait ma présentation. Alors, très rapidement, il faut retenir que en 1975, ceux qui ont connu cette période, il y en a dans la salle qui connaissent cette période-là, c'était une période où
après l'indépendance, la balkanisation de l'Afrique était très marquée encore. Et il y a eu aussi la guerre qui a eu lieu au Biafra, qui a commencé dans les années 66-67 et qui a été une guerre terrible au Nigeria. Et il y a aussi une période de boom pétrolier, toutes les crises qui ont connu cette période-là. Et ceci a été un élément déclencheur pour un pays, c'est-à-dire le Nigeria. La CEDEAO, c'est d'abord une idée qui vient du Nigeria, notamment avec le président Yakubu Gowon et à l'époque son ministre en charge des questions économiques, Adedeji Adebayo, qui était aussi aidé par le Togo de Yadema, qui a été le premier à être mobilisé pour mettre en place la CEDEAO. Et parce que le Nigeria a fait le constat que l'Afrique de l'Ouest était complètement divisée en blocs francophones et en blocs anglophones. Et ce qui rendait beaucoup de choses difficiles. Vous vous souviendrez que pendant la guerre de Biafra, il y a eu des pays francophones qui ont soutenu le Biafra, c'est-à-dire qui ont soutenu la division même du Nigeria en différentes parties. Et tout ceci a été des éléments qui ont poussé les politiques du Nigeria à l'époque, Yakubu Gowon, de faire en sorte que l'Afrique de l'Ouest parle d'une seule voix. Et c'est ce qui a fait que c'est le Nigeria qui a été très offensif et qui a mis ses moyens diplomatiques et qui a réussi à convaincre très difficilement les pays francophones, je dois le dire. Parce que le dernier pays à être convaincu de l'idée de la création de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO, c'était la Côte d'Ivoire. À l'époque, vous vous souviendrez que le président à l'époque de la Côte d'Ivoire avait soutenu la création du Biafra. Et ceci en étroite ligne politique avec la France à l'époque. Donc il fallait convaincre la Côte d'Ivoire et je crois que la diplomatie nigérienne a réussi à convaincre la Côte d'Ivoire et pour donner en fait une bonne caution et faire en sorte que le président Houphouët-Boigny puisse accepter la création de la Côte d'Ivoire, on a décidé que le premier secrétaire exécutif de la CEDEAO sera un Ivoirien. Et c'est ainsi que Aboubacar Diaby Ouattara, un brillant économiste de nationalité ivoirienne, a été choisi comme le premier secrétaire exécutif de la CEDEAO. Alors, un traité a été signé, et le traité a été signé à l'époque par 16 pays. C'est-à-dire c'est les 15 pays membres de la CEDEAO que vous connaissez régulièrement, moins les 3. Et la Mauritanie était membre fondateur de la création de la CEDEAO. Vous remarquerez que dans les traités révisés, de la fondateur, du moins, c'est pas traité révisé, traité fondateur, le but de la communauté de la CEDEAO était de promouvoir la coopération et le développement économique, particulièrement dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, et de suite, ainsi de suite. Donc la CEDEAO avait un objectif bien clair, c'est faciliter le commerce entre les États, faire en sorte que l'industrie puisse se développer, l'agriculture, en tout cas les fondamentaux, faire de la région une région économique puissante. C'était ça en fait l'objectif qui était dans les traités fondateurs de la CEDEAO. Alors, la CEDEAO était une petite institution avec seulement pratiquement pas beaucoup d'institutions. Hein. Il y avait, les institutions de la CEDEAO se limitaient, si vous voulez, à la conférence des chefs d'État et des ministres, le secrétariat exécutif qui était l'organe administratif, un tribunal de la communauté qui n'a jamais pas été mis en place et quelques communes techniques. C'était vraiment une structure légère. À peine moins d'une centaine de personnes constituaient à l'époque ce qu'on appelait le secrétariat exécutif de la CEDEAO, dont le siège était à Lagos. Alors, mais il faut savoir aussi qu'en 1990, il y a eu un événement important dans la région. Vous vous souviendrez que c'est en 1989 que la guerre civile a éclaté au Libéria. Et c'est une guerre civile dévastatrice. Et ceci a été un élément nouveau dans notre région à cette période-là.
Et comme d'habitude, c'est le Nigeria qui a pris le devant de la scène sur cette question et a demandé à ce qu'on mette en place ce qu'on appelait ECOMOG, ECOWAS Monitoring Group, c'est-à-dire c'est un groupe de surveillance et de monitoring de la situation en Côte d'Ivoire, au Libéria. Et ça c'est important à retenir parce que la gestion de l'ECOMOG va vraiment être déterminant et pour la suite de la vie de la CEDEAO. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette période-là, rapidement? En 1975 à 2000, la première période, il faut reconnaître que la CEDEAO a réussi à créer d'abord une plateforme de coopération entre les États, ce qui n'existait pas. À l'époque, en Afrique de l'Ouest, on ne se parlait pas entre anglophones et francophones, mais la CEDEAO a créé cette situation où on pouvait se parler dans la région, ce qui n'était pas mal. Et l'une des réussites du secrétariat exécutif de la CEDEAO, c'est la libre circulation des personnes. C'est-à-dire que c'est la première organisation régionale, c'est-à-dire que au niveau continental, à avoir aboli les visas pour les voyageurs allant d'un pays à l'autre. Ça, c'est vraiment le plus grand succès qui continue d'être d'ailleurs le succès de la CEDEAO, même si, bien sûr, on continue de subir des tracasseries sur les corridors et les frontières. Mais on n'a pas besoin de faire la formalité des visas pour circuler à l'intérieur de la CEDEAO. Il y a aussi la mise en place de ECOMOG. ECOMOG a permis de stabiliser la situation au Libéria et ensuite en Sierra Leone et par la suite dans d'autres pays comme la Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire et à un certain moment d'intervenir lorsque on avait identifié des protagonistes qui se battaient. Et la CEDEAO intervenait par ECOMOG pour pouvoir stabiliser la situation telle que ça a été raconté hier ici par un général ici de l'armée sénégalaise. Alors la création aussi des EcoBank, il faut aussi noter ça parce que avant dans la région, toutes les banques que nous avons étaient des banques vraiment détenues par des capitaux étrangers et contrôlées depuis l'étranger. Donc EcoBank est l'une des premières banques où des investisseurs privés ouest-africains ont contribué pour créer la banque. Ça n'a pas été facile, mais ça a été aussi à l'actif, on peut mettre à l'actif de la CEDEAO. Mais il y a des échecs. Hein? Alors là, le secrétariat était, jusqu'en 2000, le secrétariat était très faible. Hein? Je vous donne une idée du budget de la CEDEAO en 2000. Le budget de la CEDEAO, ça tournait autour de 15 millions de dollars, pas plus. Et il n'y avait presque pas de bailleurs de fonds extérieurs. La CEDEAO n'intéressait personne, pas grand monde en tout cas. Et il y avait même des difficultés pour payer souvent les salaires du personnel. Alors, mais aussi, on peut dire que pendant cette période aussi, la résistance entre blocs francophones et anglophones perdurait. La CEDEAO, malgré sa volonté, n'est pas arrivée en fait à faire en sorte que les blocs là puissent disparaître. La preuve, pendant la guerre du Libéria, vous vous souviendrez que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire étaient du côté d'un rebelle, Charles Taylor à l'époque, pendant que la CEDEAO essayait de rétablir la situation. Donc ça prouve encore que les émissions étrangères étaient là au niveau de la région. Bien sûr, la faiblesse du commerce intracommunautaire, c'est-à-dire l'objet de la CEDEAO, c'est d'avancer sur les problèmes économiques, et ça n'a pas été possible. Je dois aller vite. Oui. Ok. Oui, je vais aller très vite. Alors, je vais aller très vite, peut-être même en survolant mon PowerPoint. Et il y a eu un événement majeur. Je passe maintenant peut-être à la seconde période. C'est le traité révisé de la CEDEAO qui a été adopté en 1993 à Cotonou. Et ce traité qui a essayé d'aligner la CEDEAO, peut-être certainement en copiant les modèles européens et en faisant en sorte que la CEDEAO puisse vraiment s'occuper de tout, d'aller au-delà des questions économiques qu'elle voulait résoudre, pour maintenant prendre en compte tous les autres aspects. C'est ça que les questions de maintien de paix et de sécurité, respect et promotion des droits de l'homme, et la surveillance et la consolidation du système démocratique là, ont été introduits dans les traités de la CEDEAO. Mais
Ça a été fait en 1993, mais ça n'a pas été suivi d'application. Parce que le Nigeria, en 1993, vous vous souviendrez, c'était le régime militaire qui gérait le Nigeria, Abacha notamment, et il fallait attendre après, quand le Nigeria allait se devenir démocratique, qu'on puisse mettre en œuvre ceci. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y avait aussi quelque chose d'important qu'on a introduit, c'est le prélèvement communautaire. Le prélèvement communautaire, c'est quoi en fait? C'est la possibilité pour les États de prendre 0,5% sur la valeur des importations des produits hors CEDEAO. Et ça a permis aussi à la CEDEAO, à partir de 2003, d'avoir d'énormes ressources. Je vous disais que la CEDEAO, en 2000, avait un budget de 15 millions de dollars, mais vers 2010, la CEDEAO pouvait mobiliser autour de 200 millions de dollars avec les prélèvements communautaires. Donc, c'est ça qui a permis à la CEDEAO de mettre en œuvre tout ce qui était prévu dans le traité révisé, notamment le Parlement de la CEDEAO. Le Parlement de la CEDEAO a été créé et a commencé à fonctionner dans les années 2002. Mais on a copié les Européens sans aller jusqu'au bout. Parce que le Parlement de la CEDEAO est une structure de consultation qui émet des avis qui ne sont pas retenus par les chefs d'État. Les chefs d'État ne consultent pas le Parlement de la CEDEAO. Elle n'a pas d'influence en fait. Une minute. Alors, rapidement, c'est aussi la Cour de justice de la CEDEAO qui a aussi été créée, qui consomme actuellement près de 20 millions de dollars pour fonctionner, mais toutes les décisions, tous les arrêts donnés par la Cour de justice ne sont pas appliqués. Voilà, donc on a aussi, je peux aussi résumer que depuis cette période-là, comme la CEDEAO avait de l'argent, la CEDEAO a créé près de 13 agences, 12 représentations régionales dans les pays et à peu près beaucoup de nouvelles institutions. Donc elle est devenue budgétivore et l'argent ne suffit pas à la CEDEAO. Encore, j'ai terminé par les questions de paix, de sécurité et de consolidation de la démocratie. Rien que la semaine dernière, les élections qui sont tenues certainement en Guinée-Bissau, si vous savez le nombre de personnes qu'on a envoyées en Guinée-Bissau pour surveiller ces élections et pour avoir ces résultats, et voilà un peu à quoi sert l'argent de la CEDEAO. Et les questions économiques ne sont pas des questions. Et je crois qu'on me demande d'arrêter. C'est pour dire que, je vais conclure en disant que on a comme l'impression que l'organisation, au fil du temps, s'est éloignée de ses objectifs premiers et a fini par être entraînée, et souvent à l'interne, par certaines personnes qui voulaient que l'organisation soit comme ça, mais peut-être aussi par d'autres puissances qui ont commencé à s'intéresser à la CEDEAO et qui l'ont aussi poussé à sortir vraiment de ses missions premières et qui étaient définies par les chefs d'État en 1975. Merci. Je vous remercie. C'est absolument passionnant comme ça. Mais je pense que ça va, ces différents exposés vont être complémentaires. Et je vais passer la parole donc à Kambo Martial. Ok, merci beaucoup. Je remercie déjà le premier intervenant qui a déjà balisé le terrain, qui a expliqué déjà la naissance de la CEDEAO. Nous, notre point de vue, c'est par rapport aux visions 2020 et aux visions 2050 élaborées par la CEDEAO pour amener cette communauté sur de nouvelles bases. Donc, notre titre s'intitule « L'appropriation mitigée des visions de la CEDEAO par le peuple, frein à la réalisation de la vision 2050. » La vision 2050, c'est ça que nous avons entendu, puisque la vision 2020 est déjà un peu déjà expirée. La nouvelle vision, c'est 2050. Elle comprend déjà 5 piliers. La vision centrale, c'est d'une CEDEAO des peuples pacifiques, prospères et pleinement intégrés. Il y a l'objectif général qui est là, et aussi il y a les piliers. Il y a 5 piliers, comme je l'ai dit. Selon eux, l'approche devait être participative. Ça veut dire que normalement, on devait interroger les citoyens des 15 pays avant que les 3 pays ne fassent leur retrait. C'est ce qui est écrit dans la vision, comme vous lisez, on dit on fait
des approches participatives dans les pays membres de la CEDEAO. Ici, la vision vise, comme je l'ai dit, une CEDEAO des peuples inclusifs, sécurisés et prospères. La CEDEAO des peuples pacifiques et prospères pleinement intégrés. Il faut dire que notre étude parle du constat de la vision 2020 qui a été élaborée en 2007, mise en œuvre en 2008. Nous sommes partis de ce constat, sachant que la vision était déjà élaborée, mais peu de jeunes comme nous en ont entendu parler. Donc, c'est pourquoi notre approche ici va être une approche soulevé par le bas, bottom map, c'est-à-dire de le bas vers le haut, pour enquêter, pour faire des sondages à travers notre think tank qui est représenté dans 40 pays en Afrique, dont près de 15 en Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons mobilisé nos coordonnateurs locaux de chaque pays, dont le Sénégal, pour faire ces enquêtes sur le terrain et aussi mobiliser aussi des formulaires en ligne pour avoir l'avis des populations, en fait, par rapport d'abord à la vision 2050. Est-ce qu'ils en ont entendu parler de cette vision? Puisque c'est important. Donc, on va vous montrer les résultats. Déjà, c'est quelques états des lieux qu'elle a. Il y a une faible visibilité du document. Il faut aller seulement sur le site de la CEDEAO pour avoir accès au document. Et puis, le document est en français, en anglais et en portugais. Malheureusement, ce n'est pas en wolof, ou bien comme chez nous, ce n'est pas en baoulé, comme dans notre langue non locale. Donc, c'est un frein. Déjà, c'est un aspect que nous avons voulu soulever. Deuxième aspect, il y a une appropriation inégale. Vous allez voir dans les résultats que nous allons montrer. Et aussi, il y a l'écart qui est très important entre les institutions, c'est-à-dire que l'institution mère qui est la CEDEAO, le siège à Abuja, et aussi les autres pays. Par exemple, on va voir comme la Guinée-Bissau. Est-ce que les gens ont entendu parler de cette vision? Donc, voici un peu ce que nous avons essayé de mener à travers Google Forms. On a aussi fait aussi des enquêtes de terrain, comme je l'ai dit, par nos coordonnateurs locaux que je tenais à remercier ici, qui ont fait un travail excellent pour descendre sur le terrain pour enquêter les jeunes, puisqu'on sait que l'Afrique de l'Ouest, on a au moins 400 millions d'habitants, la majorité, les 2 tiers sont des jeunes. Donc, on a voulu enquêter pour voir est-ce que les jeunes connaissent déjà la vision 2050. Puisque 2020, on va dire qu'elle a déjà existé, elle est passée, mais il faut que la vision 2050, c'est sur 30 ans, puisque c'est élaboré à partir de 2000 et 2020, mise en œuvre. Donc, 30 ans après, il faudrait que 2050, les populations s'approprient cette vision. Mais comment? Donc, nous, notre but, c'est peut-être de montrer ce gap entre ce qui est décidé, comme on le dit là-haut, par Angriff l'élite, ou bien ceux qui gèrent l'institution, et le bas peuple. Nous sommes inspirés sur la théorie de Jean Makela, qui parle beaucoup du bas peuple, la population du bas. Donc, nous avons enquêté, on a enquêté plus de 2000 personnes, comme je l'ai dit, dans les 15 pays, avant que le Mali, le Burkina et le Niger ne sortent. Donc, le résultat, c'est un peu ça. On a vu qu'il y a plus de noms. Les coûts sociaux, surtout les jeunes, les agriculteurs, même quelques coûts sociaux, tels que les syndicats. Donc, ces études ont montré que la population s'approprie moins parce qu'elle n'est pas informée. Donc, il faudrait que, ce serait de la recommandation, d'abord on a vu les frais institutionnels, communication institutionnelle limitée, comme je l'ai dit tantôt, c'est dans les forats que la CEDEAO doit inviter. Je pense que le 30 au 2 décembre, il y a EcoFest que la CEDEAO organise à Dakar, chez vous ici. Donc, c'est dans ce moment-là, ils parleront de la vision 2050. Mais s'il n'y a pas de forum de CEDEAO, la vision n'est pas parlée. Donc, il y a une communication très limitée de l'institution. Et puis, comme je l'ai dit, c'est en 3 langues, en français, anglais, portugais, pardon. Mais les langues locales sont oubliées, comme les Ewe au Togo. Alors que si une population doit comprendre ce qui se passe, il faut que ça soit transmis au moins dans sa langue locale. Il y a aussi une faible implication, le monsieur l'a dit, comme ils ont créé les représentations dans chaque pays, la représentation CEDEAO dans chaque pays. Donc il y a une faible aussi mobilisation de ces représentations qui parlent beaucoup de cette vision. Il y a les freins socio-économiques, tels que le chômage élevé. Hier, Mme Traoré l'a dit déjà, le chômage est élevé, c'est l'un des gros fléaux, à mon avis, qu'on doit chercher à résoudre. Il y a le chômage dans presque tous les pays africains, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest. Les jeunes finissent l'école, ils sont au chômage. Il y a aussi la pauvreté, il y a l'accès limité à l'information, la faible citoyen aux débats régionaux. Quand vous lisez bien la vision 2050 de la CEDEAO, le bloc, ce qui m'a un peu effrayé, comme on dit chez nous, ce qui m'a un peu sur ma face, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont fait des enquêtes, ils ont fait des tours participatifs, mais quand vous partez de la NES, aucune mention n'est mise quand ils ont enquêté les gens, qui étaient les personnes enquêtées, rien du tout. Mais dans le document, ils ont dit qu'il y a une enquête
il y a eu une participation inclusive de la population des États membres. Point final. Alors que nous, on a descendu sur le terrain plus bas pour voir vraiment si c'était vrai. On a vu qu'il y a eu peu de personnes qui sont vraiment informées de cette vision. Donc, comme recommandation, il faut intensifier la communication communautaire. Surtout, il faut penser à traduire déjà cette vision dans les langues locales, comme le Wolof au Sénégal, comme aussi le Wé au Togo, comme aussi en Ashanti, beaucoup de langues africaines sous-régionales pour que même la population s'approprie cette vision. Il faut faire la promotion de la gouvernance participative. Je pense que c'est un peu le bémol que nous regrettons pour la CEDEAO. Tout est décidé. Le bas ne peut pas parce qu'elle est invitée rarement. Moi, j'ai eu la chance de participer au forum de la CEDEAO parce qu'on est un think tank actif, parce que nous, notre but, notre vision, c'est l'intégration régionale par la science. Donc, ce côté, c'est un peu omis par la CEDEAO. Donc, nous, c'est ce côté, chaque fois qu'il y a le forum, on nous invite pour notre point de vue sur ce côté scientifique. Parce que hier, j'ai entendu que la CEDEAO, c'est une bonne communauté économique régionale parmi les 8, mais au côté scientifique, on est dernier. Quand on parle de East Africa Community, côté scientifique, ils sont premiers parce qu'ils ont une université qui regroupe les étudiants de 8 pays au Kenya. Donc, côté, il faut mettre un bémol en disant qu'on a la meilleure serre. Ce n'est pas totalement vrai, à mon avis. Sur certains aspects, oui, mais sur certains aspects, non. Donc, il faut impliquer les jeunes et les femmes dans les forums, et aussi les think tanks comme le nôtre, et aussi des femmes pour les approches participatives. Nous avons fait un tableau comparatif de la vision 20-50. Ok, merci. Donc, pour conclure, comme je l'ai dit, il faudrait que la CEDEAO, d'abord, le document soit traduit en langue locale phare. Comme le Wolof chez vous, c'est l'une de vos langues au moins phare reconnues ici. Peut-être en Côte d'Ivoire, peut-être le Baoulé, au Togo, peut-être en Ewe, donc pour que la population s'approprie. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Bien. Mon nom c'est Fidel Toé, je suis du Burkina Faso. Bon, je viens d'être coopté, je crois, c'est pour donner un cas pratique. Parce que j'ai connu l'institution en tant que député. J'y ai passé, en tout cas, je venais aux sessions de la CEDEAO. Et les députés de la CEDEAO, il y a des pays qui ont des sénateurs qui viennent. Le Burkina n'a pas de sénateurs, il n'y a que les députés simplement dits. Et ces députés ne sont pas des élus au niveau du Parlement. Disons que ce ne sont pas comme on fait des élections pour les députés, par exemple, de l'Assemblée pour l'Union européenne. Pensez aussi qu'on pouvait faire donc des élections pour les députés de la CEDEAO, mais ça ne se fait pas. C'est au sein des assemblées nationales qu'on fait la cooptation selon des critères de la représentativité du pourcentage. Par exemple, moi je suis un député d'un groupe UNIR PS, on fait le quota, on ne peut qu'envoyer un de l'UNIR PS pendant que au niveau du parti majoritaire, on envoie peut-être 5 ou 6. C'est sur ces bases-là. Bon, donc du coup, on est l'opposition, en tout cas, qui, dans nos pays, qui n'a pas beaucoup de députés, se retrouve aussi au niveau de la CEDEAO, qui n'ayant pas assez de députés, et les gens vont travailler désormais sur la base de leur appartenance au pays. Bon, je ne peux pas être là, venu avec un parti que je combats, et en tout cas qui est mon adversaire, et tout d'un coup, quand vous arrivez, on dit le représentant du Burkina doit parler, et c'est le parti majoritaire qui parle. Je dis non, il ne me représente pas. Et normalement, on devrait s'entendre entre partis de gauche. Par exemple, si nous disons que nous sommes de gauche, on devrait se retrouver et s'entendre et constituer des groupes sur cette base. Mais non, ce sont les États. Et pour l'élection du président, on dit non, c'est de façon tournante, c'est tel pays. On ne cherche pas à ce que l'Assemblée désigne de façon vote pour un tel, mais c'est le Niger, par exemple, qui doit présenter un candidat. Oh oui.
le Niger doit présenter un candidat. Il est arrivé que le Niger présente 2 candidats et l'Assemblée qui est là doit voter parmi ces 2-là seulement. On dit qu'il faut un vice-président ou une vice-présidente du moins. Le Bénin doit présenter une vice-présidente. La délégation du Bénin n'a pas de femme. Qu'est-ce qu'on fait? On dit ah non, on ne peut pas donc composer le bureau. Il faut attendre une prochaine session pour qu'on ait une vice-présidente. Même quand il y a des volontés d'une députée qui est là pour chercher le poste de vice-présidente, il n'y a pas moyen. Et nous avons également, pour travailler, on a des commissions. La plupart des commissions des assemblées sont reproduites. Commission générale, commission des affaires sociales, commission des finances, ainsi de suite. Et donc, on s'arrange aussi pour que ces commissions, il y ait un président, il y a un vice-président, il y a un secrétaire, et souvent aussi c'est lié à des rémunérations. Chacun, le président, va s'en sortir avec un certain salaire, je crois près de 2000 francs, $2000 mensuels, et ainsi de suite. Le vice-président 1500 et le secrétaire c'est peut-être $1000. Et on descend ici donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de... Les uns et les autres perçoivent quelque chose et du coup, le jour où on veut que la session cesse aussi, la session prend fin. Comme je l'ai dit hier, tout d'un coup, on éteint et on vous dit, oust, c'est fini, il n'y a rien à voir, il faut partir seulement. Et les députés aussi ont une absence de redevabilité. Vous ne pouvez pas repartir pour dire nous sommes partis au sein du Parlement de la CEDEAO et voilà ce qui a été dit. Non, vous venez motus, peut-être dans votre groupe parlementaire, vous dites nous avons fait ça, ça et ça, et c'est tout. Ce n'est pas quelque chose qui va être présenté au niveau de l'Assemblée nationale, de votre Assemblée nationale, pour que vous répondiez des choses, de ce qui s'est passé. Et comme on l'a dit, de toute manière, c'est un avis. Vous ne pouvez pas contraindre l'exécutif, les chefs d'État, à prendre telle ou telle disposition. Voilà un peu, en tout cas, l'exemple, ce que moi j'ai vécu. Et pour compléter, au niveau des structures, je crois que le Burkina bénéficiait quand même de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine pour la santé. C'est un genre OMS aussi de la CEDEAO. Bon, mais avec aussi nos situations, la sortie de l'AES, le Burkina Faso n'y est pas, donc tout ça aussi, ça va poser un problème. Où est-ce que cette organisation, qui a un grand bâtiment à Bobo-Dioulasso, qu'est-ce que ça va devenir? Et j'imagine que dans les autres pays aussi, membres de l'AES, où il y avait aussi des organisations de la CEDEAO, c'est un problème que ça va poser. Et comme je disais aussi, la CEDEAO ne respecte pas beaucoup ces textes. Le Parlement devrait être à Yamoussoukro. Et on n'a jamais transféré le Parlement à Yamoussoukro. Et j'ai l'impression que ceux qui sont aussi de l'autre côté de la Côte d'Ivoire ne s'en soucient guère. Bon, voilà ce que je peux donner comme expérience. En tout cas, c'est un organisme budgétivore. Merci. C'est vrai, vous êtes prêts maintenant? Ok, venez. Thank you very much. Once again, my name is Dr. Senebong Akpan. How many minutes do I have? 10 minutes. I wish I can finish in 10 minutes. All right. So the topic is as displayed earlier on the screen. In terms of our outline, I will speak about it in four different segments: the background and the methodology, and of course the result and the discussions, and what we recommend in the paper. So first of all,
pertaining to the background. These are issues that has been discussed from the one in this conference. We've been able to, we've talked about the issue of rising global trade uncertainties that is tied to the US policies on tariff. And so we are faced currently with global uncertainties pertaining to trade and tariff wars. And that amplifies Africa's problem because it coincided with regional fragmentation within the region, which we have been discussing from the one. And again, we are also dealing with some internal issues that deals with the withdrawal of some member countries from ECOWAS bloc. And then there's also an issue of overlapping membership in regional economic communities that cause some trade fragmentation. And the data we have, as you can see on the screen, tell us a different story, or a small story, that African, intra-trade is a bit more lower than what we have in Europe and Asia, which is about 68 and 59 in Europe and Asia respectively, compared to 16% in Africa. And again, the question is, so far from the one we've been talking about, integration, fragmentations, and all the spillovers, the question in the mind for this paper is, can deeper regional trade foster shared prosperity? For some countries, the answer could be no. That is why it becomes more enticing or more, a better options to break off from a regional bloc. For others, the answer could be yes, let's come together to foster that collaboration and integration. But we cannot, believe either way until we put some empirical context into that narrative. Before I move to the next slide, just to mention that the African Continental Free Trade Arrangement is also a very strong signal from the African region of a renewed push for deeper regional trade to boost resilience, innovations, and shared prosperity. But if there is no spillovers across African countries, then this effort could be taken as effort in futility that is not likely to yield result. That is one of the issues in our context. So what is the objectives of our paper? The objectives of our paper is these big questions on the screen. How does regional fragmentation and trade interdependence shape Africa's growth dynamics? So we want to analyze how economic performance in one country influence neighboring countries through trade and institutions, and also see how those linkages transmit growth impulse across African economies, and then probably highlight the need for coordinated strategies to minimize or maximize the benefit from such effort. Now, why is this study different from the one we've been seeing in the literature? We have limited studies that uses spatial regression in African context, and I will explain what this means later on. And our own study is unique because of the spatial weighted metric we use. And by spatial weighted metrics, the idea is that for every country, what happens in your neighboring countries could have a spillover implications or effect on your own countries. And there are different ways where neighbors could be defined. My neighbor could be my closest, banked, the one that is, I share the border with. My neighbor could be defined in the context of whether we belong to the same organization or not. My neighbor could be defined in the context of how far apart we are or close to each other. So, but the general idea is that there should be some kind of spillovers, that whatever happens in my country is not exclusively dependent on what I do as a country, but is also depending on what my neighbor is also doing in his own country. So that's exactly what we want to analyze in this paper. So without wasting time, let's take a look at the methodology. First of all, the foundation of this paper is based on what we call the endogenous growth theory. And simply put, the endogenous growth theory, as we can see on equation 1, is simply telling us that the output of a country is a function of the input into that model. Okay, in this context, we have technology or stock of knowledge, if you want to call it.
you have capital stock, you also have labor as input into that production process. But the story here is that knowledge or technology is not treated as something that is exogenous to the economy, but something that is endogenous in the economy, which is a function of whatever you're doing in terms of your policies, whatever you're doing in terms of how strong your institution is, whatever you're doing in terms of how open your economy, and so on and so forth, whatever determines the growth. So that determines your technology or your knowledge, which is a function of how much you invest in human capital as a man. And then human capital now becomes an accumulation over time, learning by doing, the investment in education that produces some externalities. And these externalities is not something that is limited within your own country. It generates some kind of spillover. So this model, in essence, recognizes the fact that knowledge can spill, or innovations can spill or diffuse across borders, not within just the country itself. Now, when I say spatial weight metric construction, let me explain this. The study adopts a rate-based metrics, and this is different from what we've seen in the literature. In the literature, in the construction of this metric, people use okay, if I share a border with you, then you are my neighbor. If I don't share a border with you, you are not my neighbor. But in this context, we are defining a neighbor differently. And how do we define it? We are saying that we are neighbors if we belong to the same regional economic bloc. And we also take note of the fact that in belonging to a regional economic bloc, a lot of things could happen. There could be some improvement in trade flows. There could be some improvement in terms of the knowledge sharing, the institutional and policy proximities matters. So there could be some synchronization of some framework around what they do as a country, as a bloc. So this metric captures policy synchronization, it captures regulatory diffusion, and it captures integration as a key channel where spillovers can happen within that system. But again, just to give a context to what I'm saying, if you look at the screen, you see one mathematical something that looks a bit more scaring, but it's not scaring. What you have there is, we have 35 countries in the model. So what I want to show is that each of these zeros, each of these represent countries in the model. So we have Angola, we have Ethiopia, we have Nigeria, we have Niger, and the rest of them, up to 35 countries in Africa. So what you have here is, for instance, let's say this is Ethiopia, this is Angola and Angola. So if you put the countries, 35 countries by one side, put the other one by the other side. So you're having one country to its own self, then one country to the other, one country to the other, right? So the first block here shows, because it's in understanding this that we can understand the result. The first block here simply shows that we do not recognize self-linkage in the model. In other words, I cannot be a member of my own economic bloc by myself. Nigeria is not a member of Nigeria bloc. So we belong to a different bloc. So we are mapping this in that order. So there's a zero diagonal, and then for this one, it will mean whether Angola and Ethiopia, for instance, belong to the same bloc. Now, if they belong to the same bloc, I should round up. Thank you. All right. The chair said I should round up. All right. So I just pray you can understand this. So we give one if you share at least one regional economics bloc, and then zero otherwise. And that ensures that the spatial influence that is placed on a neighbor is proportional to the number of neighbors that you have. And then each non-zero element is then standardized. Of course, the first model that you're going to see on the screen is what we call the spatial Dublin models. What does this tell us? It tells us that the growth in country T, in country 1, is dependent on the growth in my neighbors, what happens with my neighbor. And it's also dependent on what I do as a country
is also dependent on what the other country is also doing within their own country, plus some error terms that I cannot explain. So if this does not hold, it collapses to what we call the spatial autoregressive model, which is this model, which is just to say that whatever my neighbor is doing in his own country does not really matter for me as a country. But only the growth in that country can spill over to what is happening in my own country. So that takes us to model 2. So this model 2 has to be tested whether this theta is equal to 0 or otherwise. Now, the most important thing before I move forward to the result, quickly and round up, is to take note of this rule. It is the rule that measures the spatial interdependence of growth rate across the regional neighbors. And also to mention the fact that what goes into these explanatory variables are what we have on this other side. So we have labor, human capital, FDI, inflation, institutional qualities, and the rest of them. For institutional quality, we use what we call the PCA to get an index that measures how strong a country's institution is. I just hope that is clear. So on the whole, we will have what we call the direct spillover, which shows the within country influences without spillovers from neighbors. We will have the indirect spillovers that shows the cross-border transmission through integration networks and channels. And we have the total spillover that combine the two effects into one. The other one that we mentioned was the static model. In this other one, we introduced dynamism. In other words, we allow time to lapse, okay? We are saying that over time, what happens? If we introduce time into it or dynamics into it, what happens? So we could have the short run effect, we could have the long run effect. Because of time, we are pressed for time. Let's look at the result quickly. The first result we have shows a story that says that the total spillover effect, if you look at the rule, like I said earlier, it is negative and significant. What this shows us is that there is some level of spillover, there's a pattern of strong internal growth impulse, but it is fragmented. Is what some people in the literature will call the bigger than neighbor kind of situation. In other words, what my neighbors is doing is affecting me negatively. But this is in a static model without accounting for dynamics. If you look again, madam is like, I should round up. Okay, all right, so let me move to the next result. The next result, I will end here. The next result is when we introduce the dynamics into it. You can see the lag values of the dependent variable here. Then look again at the rule. It's positive and significant. What is the story behind this result? The story is that the positive and significant spatial coefficient in this model signify the prospects of long-term complementarity in regional growth. It means that if we allow time to happen, over time, whatever my neighbor doing, or if we come together in a regional bloc, it's likely to affect the other countries positively. I will not want to talk about the robustness test that we did because we used the trade flows. I will quickly, leave these other ones and then move to the recommendations because of time. The first recommendation we have on the screen is to deepen regional integration effort. Yes, African continental free trade, we have made some progress, but it is not enough. It is still bogged down by regional infrastructural bottlenecks, and we have to remove that. We also have to deal with the issue of non-tariff barriers that prevent cross-border trade. We also have to prioritize human capital development. We are not talking about acquiring certificate here. We are talking about a kind of education in Africa that will enable people to be really developed for the purpose for which education should be meant for. So in terms of building the capacity, I know we have the AERC that has been doing fantastic job. We have this also as a capacity building. But what are the kind of things we are training our children for? What are the kind of knowledge skills that we are building? The next thing is to ensure macroeconomic stability. I wasn't able to speak about this, but if you look at the model itself, you will find out that inflation was negative. So which means that if there's inflation in my neighboring countries, it spills over negatively to my own country. So we need to deal with macroeconomic stability,
in a coordinated way. Then we have to strengthen institutions. This cannot be overemphasized. And of course, the issue of enhancing infrastructure productivity. Thank you very much. I see her approaching me and asking me to stop. Thank you, and thank you very much for that. All right. Voilà, merci. Merci à tous. 15 minutes. Hein. Voilà, donc le prétexte de ma communication, c'est de vous présenter en fait un papier sur la question du numérique en Afrique de l'Ouest, à partir en fait des routes numériques de la SOA qui en quelque sorte ont été lancées par la République populaire de Chine et qui se déclinent en fait sur différentes facettes. Et j'ai pris prétexte en fait de cette initiative qui au départ était intitulée l'initiative Une ceinture, une route, qui après va avoir plusieurs déclinaisons pour finalement être consacrée comme terme définitif comme les Silk Roads, c'est-à-dire les routes de la soie. Donc comme vous le savez, en fait, depuis 2 décennies en Afrique, on note qu'il y a en fait un redéploiement assez significatif de la Chine sur le continent africain. Et ce redéploiement de la Chine en Afrique comme partenaire majeur en fait du continent africain, qui fait qu'aujourd'hui la Chine est le premier partenaire sur le plan commercial des pays africains, c'est un redéploiement qui se fait aussi en rapport avec les entreprises chinoises qui arrivent, en rapport avec la technologie chinoise qui arrive sur le continent, mais aussi l'Afrique est un lieu pour permettre à ce que cette surcapacité-là, ce qu'on appelle l'overcapacité, c'est-à-dire cette surproduction qui existe en Chine, puisse être en fait exportée en Afrique. Et ça se traduit donc à travers cette politique d'une ceinture, d'une route. Et le projet ou le programme Une ceinture, une route, c'est un programme qui, aujourd'hui, quand on a cherché à le quantifier, ça tourne autour de plusieurs en fait, milliards d'euros. En fait. Et cet argent-là, en fait, va être irrigué à travers différents programmes, à travers différentes infrastructures, mais aussi à permettre à ce que des banques chinoises accompagnent des entreprises chinoises sur le continent africain en vue, en fait, de pouvoir mettre en place des infrastructures numériques sur le continent. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, est le prétexte de cette communication, c'est-à-dire comment la République populaire de Chine, à travers ses entreprises et ses banques, en fait, exporte sa technologie en Afrique et permettent à des pays qui ont des difficultés sur le plan technologie de pouvoir bénéficier de cette nouvelle technologie-là. À partir de ce moment, donc, quand on regarde en fait cette carte, vous voyez un peu la déclinaison de cette entreprise chinoise-là qui est le porte-étendard de cette technologie-là. Cette entreprise, c'est le groupe Huawei. Huawei, c'est un groupe qui appartient à un ancien du Parti communiste chinois qui a été général des armées. Et sur cette carte, vous voyez un peu comment cette entreprise est en train de faire son mapping à travers le monde, pas seulement sur le continent, mais aussi en Afrique avec la mise en place de divers programmes qui concernent des gouvernements qui sont engagés dans ces programmes-là. Et ces programmes-là, ont pour point de départ ce qu'on appelle les e-Gov1, les e-Gov2. Je vais revenir sur les déclinaisons de ces e-Gov-là, mais aussi ce qu'on appelle Smart Africa, qui se décline en différents programmes dans plusieurs pays, et aussi la construction de data centers dans des pays qui sont engagés dans cette initiative-là. Donc, ceux qui sont en fait au cœur de cette offensive chinoise-là, ce sont des entreprises comme le groupe Huawei, comme ZTE, comme China Telecom. Donc, ce sont eux qui sont derrière cette nœud central qui permet un peu à l'investissement chinois de mettre en place en fait toute cette infrastructure-là sur le continent, et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la Chine, à travers cette technologie et ces entreprises-là, demeure donc l'épine dorsale de cette Made in China technologie sur le continent africain. Donc,
Ce qu'il faut comprendre, donc les routes numériques de la soie, c'est une déclinaison de cette initiative de la ceinture et de la route qui se constitue comme une vaste infrastructure, à la fois physique, mais aussi une infrastructure qui est numérique et qui se décline en fait sous les technologies comme la 5G, les câbles, les fibres optiques. Au Sénégal, aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à avoir au moins 6000 km de fibres optiques grâce en fait à cette technologie chinoise-là. Mais aussi des data centers comme celui qui est à Diamniadio, qui a été en fait construit par les Chinois. Donc ça, c'est un peu en quelque sorte toutes les déclinaisons de cette politique chinoise sur le continent africain, mais qui implique aussi les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, et qui ont en fait un impact significatif en Afrique de l'Ouest. Donc, et sur le côté ouest africain, c'est en fait un programme qui implique plusieurs pays. À la fois, on peut dire que l'essentiel des pays de l'Afrique de l'Ouest sont en fait à l'intérieur de ce programme de nouvelles routes numériques de la soie. Tous ces pays-là sont engagés avec la République populaire de Chine sur des programmes qui sont en fait labellisés Smart Africa, où vous avez Smart City, Safe City, et aussi la construction de data centers. Aujourd'hui, en fait, face en fait à cette influence chinoise-là, qui se décline en fait sous différentes formes à travers ces projets-là, il y a en fait des interrogations qui sont soulevées en Occident, particulièrement par les États-Unis d'Amérique, qui met en garde en fait les États africains à ne pas dépendre de cette technologie chinoise-là, qui a même décidé en fait de bannir cette entreprise qui est présente sur toute cette région ouest africaine-là, c'est-à-dire Huawei qui est banni aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, Huawei est présente sur tous ces pays-là. Et donc, ça soulève la question donc, de l'agentivité, c'est-à-dire cette capacité des États africains à pouvoir ne pas dépendre d'une puissance, mais aussi de développer en fait leur propre capacité de négociation, mais aussi d'influence face en fait aux géants qui cherchent en fait à transformer cette partie du continent-là comme une sorte de terrain de rivalité de puissance. Donc, j'ai tout à l'heure montré en fait cette figure-là. Donc, cette agentivité, en quelque sorte, c'est cette capacité pour les gouvernements ouest-africains de pouvoir négocier, de ne pas dépendre de cette jeu des puissances-là, et de ne pas aussi dépendre soit de la Chine, soit des États-Unis d'Amérique, mais de développer leur capacité de négociation dans les infrastructures numériques qui leur sont proposées, selon en fait leurs intérêts. Donc ça, c'est l'objectif un peu de cette communication-là, en prenant l'exemple de deux pays, c'est-à-dire le Sénégal et le Cap-Vert, qui bénéficient donc de ces projets-là. Donc pour aller vite, en fait, ce que j'ai déjà dit en fait dans mon propos précédent, c'est que la Chine fait face à une sorte de containment. Dans différents pays, Huawei est banni. Mais Huawei est invité à faire des financements, à intervenir sur le continent, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et donc, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest bénéficient donc de cette technologie-là. Alors, les questions que j'ai voulu soulever, c'est de savoir en fait comment nous, Ouest-Africains, on cherche à repenser en fait la question de la souveraineté sur le plan digital. Comment en fait, dans ce contexte d'intégration, comment nous pensons cette souveraineté-là, alors que des puissances en fait viennent avec leur technologie, viennent avec leur argent pour nous proposer des programmes prêts à porter. Et dans le même temps aussi, de voir comment ça pourrait transcender donc le cadre ouest-africain pour nous permettre de pouvoir mettre en pratique une nouvelle voie sur cette question-là en mettant en place une politique numérique ouest-africaine qui nous permette de pouvoir en fait faire face à ce jeu de puissance-là. Donc, assez souvent, comme on l'a noté en fait dans ces différents projets sur le côté ouest-africain, ce sont des pays comme si on prend le Cap-Vert et le Sénégal, les projets sont similaires.
ce qu'on appelle les e-gouv, c'est le fait de proposer en fait à ces différents gouvernements d'avoir des politiques de digitalisation, c'est-à-dire de centraliser toutes les institutions de ces gouvernements-là autour d'un centre névralgique et de leur proposer du financement, mais aussi de la technologie chinoise. Donc le e-gouv 1 et le e-gouv 2, ce sont des projets qu'on peut retrouver au Sénégal, qu'on peut retrouver au Cap-Vert, mais aussi dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi la construction de data centers. Et tout cela, en fait, c'est ce package-là que Huawei a assez souvent proposé aux différents États ouest africains. Et à partir de ce moment, donc, ce que j'ai voulu en fait poser ici, c'est de demander est-ce que les États ouest-africains en fait ont une stratégie collective sur les questions de digital. Est-ce qu'en fait face à cette technologie-là, les e-gouv project, les 5G technologies et les câbles sous-marins, est-ce que les États ont aujourd'hui en fait une politique commune pour éviter cette dépendance technologie-là? À partir de ce moment donc, on s'interroge sur le cas de la Chine qui a une politique africaine déclinée en 2006 et en 2015. Mais on ne connaît pas en fait la politique étrangère des pays africains. Les pays africains n'ont pas de politique étrangère en quelque sorte connue ou n'ont pas de politique par rapport à la Chine. Ça veut dire donc que c'est les pays ouest-africains, de manière bilatérale, négocient avec les géants, que ce soit la Chine, les États-Unis, sans pour autant être dans le multilatéralisme qui ferait que, de manière commune, en fait, les États ouest-africains vont définir leur agenda sur le plan des nouvelles technologies et de la communication et vont ensemble négocier avec la Chine ou les États-Unis. Donc, pour conclure, aujourd'hui, donc, nous sommes face à la constitution de grands blocs et ces grands blocs-là, ça nécessite un peu que, en Afrique de l'Ouest, on puisse avoir notre propre stratégie du point de vue de la digitalisation pour éviter d'être en fait un terrain de rivalité de pouvoir où à la fois on pose la question de la souveraineté numérique, mais une souveraineté où vous êtes dépendante des puissances étrangères et dans le même temps vous n'avez pas un agenda pour vous permettre de pouvoir penser par vous-même votre stratégie de digitalisation pour éviter d'être dans cette dépendance-là. Voilà en résumé les propos de cette communication. Voilà, merci. Okay. Merci à vous tous. Merci. Donc, nous avons été servis différentes interventions qui abordent les différents aspects de cette problématique de la CEDEAO et au-delà de la CEDEAO. Donc, je vais immédiatement passer la parole à la salle pour les questions. Voilà, je voulais poser une question aux panélistes que je remercie vraiment pour leur performance. La question essentielle pour moi, c'est est-ce que la CEDEAO est pertinente? Is ECOWAS still relevant? Et cette question est basée sur mon expérience personnelle avec la CEDEAO, parce que j'ai eu à cheminer avec cette organisation en tant que directeur exécutif d'un réseau d'organisations de la société civile, donc de plus de 300 organisations. Donc j'étais impliqué dans presque tous les projets d'intégration régionale avec la CEDEAO. Et il y avait 2 ou 3 choses qui me choquaient chaque fois. On a parlé d'organisation budgétivore. Et mes plus grands perdiums dans toutes mes missions venaient de la CEDEAO. Donc, les perdiums sont énormes dans les missions avec la CEDEAO. La deuxième incongruité, c'est le fait que je vois des bureaux d'organisations internationales, en tout cas de bailleurs occidentaux, au sein de l'édifice de la CEDEAO. Ça, c'était une chose que je n'ai jamais comprise. Et la troisième chose, c'est la guerre de positionnement entre les États ouest-africains au sein de la CEDEAO, quitte à faire nommer certains qui peut-être n'ont pas la compétence dans les postes où ils sont. Donc ma question c'est, est-ce que la CEDEAO est pertinente? Et en parlant de la vision 2020 qui est devenue maintenant la vision 2050,
ma question c'est, est-ce que ce n'est pas une arnaque? Parce qu'on en parle tout le temps, on a fait plusieurs conférences, on revient, la CEDEAO des peuples, la CEDEAO des États, et ça se ressasse. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'année 2050? Je ne comprends plus. Voilà, merci. Thank you very much, and thanks to the panelists for a good exposure on the topic. My contribution is on the AES. From yesterday and today, there's a lot of discussion. And ECOWAS 2050, I think one of the key things is to how to make the ECOWAS region peaceful for trade and business. From the discussion from yesterday and today, there seem to be two schools of thought. One is the group that says, well, those countries can go away and life will go on. There's also the school of thought that says that let's do everything to bring them back. And I'm coming from Ghana. I know the president of the Republic of Ghana is from this school. He's been trying to reach out to Burkina Faso. A lot of visits to Burkina. The Burkina has also come to Ghana. A lot of they have appointed people to try to consolidate the relationship. So I want to find out from our guest panelists what their reflection is in terms of the way forward for addressing the AES issue. We have all established that it's not a good issue for all of us. One of our eminent panelists indicated that the ECOWAS Health Organization is now in limbo because of this confusion. There is a lot of issues are related to trade and insecurity. So I want to hear their perspectives in terms of what are the key things from this conference that we can possibly recommend for the way forward. Thank you very much. Oui, merci beaucoup. Bon, d'abord, en voyant les panélistes, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas un panel sur l'AES plutôt que sur la CEDEAO? Hein? On a deux frères burkinabés, une sœur malienne sur 5, voilà. Mais c'est intéressant sur la question que je vais poser à la fin. Mais avant cela, je voulais d'abord poser les questions concernant la CEDEAO. Est-ce qu'en faisant cette vision 2050, il y a une évaluation de la vision vers CEDEAO des peuples d'abord pour pouvoir aller vers les nouvelles orientations? Parce qu'on n'a pas vu, ce CEDEAO des peuples a échoué. Il n'y a même pas eu d'animation, même ni culturelle, sportive pour mobiliser les Africains de l'Ouest. Avant, on avait les championnats Amical Cabral qui n'existent plus. Voilà, ce qui mobilisait les jeunes pour que ces jeunes se sentent vraiment impliqués et puis avoir cette identité par rapport à cette institution-là. Tout ça n'existe plus. Maintenant, on va vers quoi? Alors, il faut nous dire. L'autre élément, c'est... voilà, vous parlez de think tank et tout ça là. Est-ce qu'à la CEDEAO, il y a une formalisation des réseaux de think tank qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple, pour que la réflexion au sein de cette institution puisse être menée par quand même l'expertise qui existe au niveau de l'espace CEDEAO? Je termine par cette question. La CEDEAO a échoué, nous l'avons tous constaté. Est-ce que maintenant, pour véritablement avoir une intégration africaine digne de son nom qui mobilise les peuples, il ne faut pas tuer la CEDEAO et demander à ce que l'ex-CEDEAO et la nouvelle AES réfléchissent ensemble sur une nouvelle institution qui va regrouper tous les Africains de l'Ouest, parce que nous voulons rester unis ensemble, nous les peuples, mais les institutions n'y arrivent pas. Je vous remercie. Très bonne question. Diouf? Oui? Bonjour à toutes et à tous. Merci aux différents panélistes. On a 10 minutes. J'avoue que mon ami Abdoulaye, mon ami et homonyme Eliman Khan marchait un peu sur la langue. Parce qu'en écoutant le cas pratique de notre député ou ancien député de la CEDEAO, je sais pas, je pense qu'il s'est présenté comme tel, honorable Fidel Toé,
nous, les organisations syndicales africaines, à travers nos organisations comme la Confédération des syndicats ouest-africaines, nous avions eu les mêmes difficultés à travailler pour la réunification du mouvement syndical ouest-africain à travers cette organisation et l'USA. L'USA, c'est l'organisation de l'unité africaine qui est la branche rattachée un peu à la CEDEAO. Mais je pense que ce qu'il a dit un peu sur vraiment que c'est une organisation qui avait beaucoup de moyens et qui faisait que des perdiums, explique pourquoi nous n'arrivions pas à nous entendre avec cette organisation syndicale pour en faire une seule et forte organisation au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et au-delà, maintenant, travailler à une forte organisation syndicale au niveau africain. L'autre élément, je pense que les mêmes difficultés qui ont existé à la naissance de la CEDEAO, aujourd'hui sont là. Donc la question fondamentale, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment casser tout et reprendre une organisation qui, comme l'a dit Eliman, sera vraiment une organisation qui partira du bas vers le haut et pas du haut vers le bas. Et comme tout le monde le dit, dans la sous-région, l'organisation, c'est un peu une organisation des chefs d'État qui l'utilise comme un syndicat des chefs d'État, comme on a l'habitude de dire. Nous pensons vraiment qu'il faudrait réfléchir sur une nouvelle organisation qui doit vraiment épouser les préoccupations des populations de notre sous-région. Merci. Merci, M. Diouf. Excellente question. Et il reste Abdoulaye Barry et Tao et il nous reste 10 minutes pour répondre à toutes ces questions. Contributions ou questions? 5 minutes. 5 minutes. Donc, vos questions, les deux questions. Abdoulaye Barry d'abord. D'accord. Merci, madame. Oui. Merci aussi aux conférenciers pour ces magnifiques conférences. D'accord. Moi, la première question, c'est la CEDEAO, après 50 ans d'existence, nous offre la CEDEAO des peuples. Alors, avec cette nouvelle approche, quelles sont les grandes mesures économiques de la CEDEAO pour les pays membres? Quelles sont les grandes mesures économiques de la CEDEAO pour les pays membres? Aussi, la deuxième question, c'est quel rôle peut jouer la CEDEAO pour les États-Unis d'Afrique? Mais moi, je suis resté un peu à ma faim. Parce que quand on parle d'intégration régionale, partout dans le monde, hein, il y a certaines choses qu'il faut identifier pour savoir si le projet a échoué ou il a réussi. La CEDEAO a des politiques sectorielles depuis un certain temps. Et Dieu sait qu'est-ce qu'on n'en a pas entendu parler, des politiques sectorielles dans le domaine agricole, de l'eau, etc., etc. Où on en est? Est-ce que ces politiques sectorielles ont permis la complémentarité entre les différentes économies de la sous-région et est-ce qu'elles ont permis de faire en sorte que la région soit une force économique sur le continent et dans le monde? Deuxièmement, il y avait une politique commerciale commune. Il y avait un tarif douanier commun, le TEC, le fameux TEC. Est-ce que cette politique commerciale commune a permis l'émergence d'un marché ouest-africain commun, d'un marché intérieur? Où on en est sur la question des souverainetés, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté monétaire. Depuis 1992, on parle d'une monnaie commune. On parle de créer une monnaie commune. On en est où? Je veux dire, tout se passe comme si la CEDEAO est simplement un projet affectif qu'on gère selon des
sentiments et de ressentiments qu'on évalue comme ça par rapport à, soi-disant, un désir de vivre en commun, mais tout le reste, ce qui est essentiel pour fonder le vivre en commun est inexistant, on n'en entend pas parler. Et c'est vraiment... Merci. Donc, pardon, j'espère que les panélistes tiendront compte de ma frustration. Les panélistes aussi restent sur leur faim parce qu'il paraît qu'on doit absolument arrêter maintenant. On n'aura pas de réponse à toutes ces questions importantes. Alors, je ne sais pas comment on va s'organiser, comment on va y arriver. Peut-être que Mariam le sait. Peut-être que durant la pause, on pourra se rapprocher des panélistes et puis voilà. En prenant le repas, on aura des réponses. Je vous remercie pour vos contributions et les questions. Merci beaucoup.